Le warp hurlait. Au-dessus d'Hélios Prime, la réalité se tordit en géométrie impossible, tandis que la déchirure hurlante arrachait le tissu de l'espace-temps. Des couleurs sans nom, dans aucune langue humaine, saignaient à travers le ciel pollué, projetant des ombres qui se mouvaient indépendamment de leur source. La faille pulsait comme une plaie dans l'univers même, vomissant des énergies qui faisaient hurler les processeurs atmosphériques de la planète dans une agonie mécanique. Depuis les flèches des ruches en contrebas, des milliards d'âmes se recroquevillaient, tandis que les sirènes d'alarme psalmodiaient leur litanie de terreur. Le WAGH Orc battait les défenses extérieures d'Hélios Prime depuis 3 jours solaires, leur vaisseau grossier obscurcissant le ciel comme une peste de locustes métalliques. Le gouverneur Talus avait envoyé 17 transmissions Vox à la garnison Astra Militarum, la plus proche, chacune plus désespérée que la précédente. De l'aide arrivait, disait-il. L'empereur protège, disait-il. L'empereur était introuvable quand les peaux vertes percèrent les lignes. Mais autre chose émergea de la déchirure hurlante. Une silhouette en rouge et bleu descendit à travers la lumière saignante de la faille Cap, flottant derrière elle comme les ailes d'un ange primordial. Il se déplaçait avec une grâce impossible dans l'atmosphère toxique, sans appareil respiratoire ni scaphandre. Le rayonnement mortel qui aurait grillé un humain non protégé en quelques secondes semblait le traverser comme une brume matinale. Homelander observa le champ de bataille en contrebas, avec des yeux qui brûlaient comme des étoiles miniatures. Les machines de guerre orques s'étalaient dans le district industriel comme des tumeurs métalliques, leurs armes grossières crachant la mort sur les masses en fuite. Il voyait tout chaque visage terrifié, pressé contre les fenêtres des blocs d'habitation, le compte de munitions de chaque garde, impérial, chaque intention violente des peaux vertes irradiant, comme de la chaleur de leur forme brutale. La clarté était enivrante. Le canon d'un battle-wagon pivota vers le haut, son tireur ayant repéré la silhouette flottante. L'obus massif hurla dans l'air traînant feu et fumée. Homelander ne bougea pas. Le projectile le frappa en pleine poitrine et explosa en une fleur orange de flammes et d'éclats. Quand la fumée se dissipa, il était toujours parfaitement immobile, pas même sa cape roussie. « Intéressant », murmura-t-il, la voix portant malgré les vents hurlants. Mais insuffisant. Ses yeux commencèrent à briller. 2 rayons d'énergie cramoisie jaillirent vers le bas, découpant l'armure du battle-wagon comme un couteau chaud dans du parchemin. Les réserves de munitions du véhicule explosèrent en réaction en chaîne, qui envoya un pilier de feu s'élever vers les nuages toxiques. Les corps orques volèrent comme des poupées de chiffon, en feu leurs cris de guerre, coupés net par le baiser soudain de l'oubli. Homelander descendit ses bottes, touchant le ferrocrète calciné, avec une précision délicate. Autour de lui, les peaux vertes restantes rallièrent leurs forces dispersées, leurs esprits primitifs, peinant à traiter cette nouvelle menace. Ils étaient venus sur Hélios Prime, en s'attendant à des humains faibles, et leur pathétique garde impériale. Pas à ça. Une horde de boys orcs le chargèrent avec l'enthousiasme typique des peaux vertes tronçonneuses rugissantes et flingues crachant. Homelander sourit pas le sourire médiatique qu'il avait porté pour les caméras dans une autre vie, mais quelque chose de vrai et terrible. Il bougea. La tête du premier orc disparut, simplement vaporisée par un revers nonchalant de la main d'Homelander. Le second se retrouva soulevé par la gorge patte, battant inutilement, tandis que des doigts surhumains, écrasés, s'attrachaient comme du carton mouillé. Le troisième n'eut le temps que d'un grognement confus
avant que la vision thermique ne transforme son torse en ruine fumante. En moins de 30 secondes, 40 orques gisaient morts. Homelander se tenait parmi le carnage, respirant calmement, pas une goutte de sang xénos sur son costume. Les peaux vertes restantes, les rares assez malins, pour reconnaître une mort certaine, fuirent vers leur point d'extraction, abandonnant armes et véhicules dans leur hâte à échapper à cet impossible ennemi. Des blocs d'habitation monta un son, d'abord hésitant, puis croissant, en volume et ferveur, le son de l'adoration. Miracle, miracle, l'empereur envoie son champion. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Homelander se tourna vers le bloc le plus proche, où des centaines de visages étaient pressés contre les fenêtres renforcées. Leurs expressions portaient le désespoir brut des sauvés, la gratitude stupéfaite de ceux qui avaient regardé dans l'abîme et trouvé le salut au lieu de la mort. Pendant un instant juste, un instant quelque chose vacilla sur ses traits parfaits. Un souvenir important et tranchant. Autre foule, autre ciel, autre époque où il avait essayé de les sauver. L'avion tombait moteur mort, passager, hurlant dans la cabine. Il l'avait rattrapé, tenu en l'air de toutes ses forces, tenté de le guider vers la sécurité. Mais le métal avait plié sous la contrainte, le fuselage craquant comme une coquille d'œuf dans sa poigne. Il en avait sauvé peut-être une douzaine. Les autres étaient tombés dans l'océan, dans une pluie de métal tordu et de carburant en feu. Et quand il était remonté à la surface, quand il s'était tenu devant les caméras pour expliquer ce qui s'était passé, les visages dans la foule n'exprimaient pas la gratitude. Ils exprimaient l'accusation, le reproche, la haine. Pourquoi n'as-tu pas sauvé tout le monde? Tu aurais pu faire plus. Monstre, monstre, nous ne t'avons jamais voulu. Les mots avaient coupé plus profondément qu'aucune arme, plus profondément que les complots de Butcher ou les manipulations de Vought. La vérité qui avait toujours rôdé sous la surface, il le craignait. Il l'avait toujours craint. Leur amour n'était qu'un simulacre élaboré, exécuté par peur. Le souvenir se dissipa comme fumée, ne laissant que le présent. Seulement les visages pressés contre la vitre, larmes coulant sur leurs joues, tandis qu'ils contemplaient leur sauveur. Mais ce n'étaient pas les visages de son passé. Ces gens n'avaient pas encore appris à le craindre. Ils ne voyaient que le miracle du salut, la réponse à leurs prières incarnées en rouge et bleu. Un sourire s'étendit sur les lèvres d'Homelander, pas l'expression terrible qu'il avait portée au combat, mais quelque chose de plus proche de l'émerveillement. Ici, peut-être, il pouvait être autre chose, quelque chose de plus que le héros raté d'un monde raté. Citoyen d'Hélios Prime, sa voix tonna à travers le district, amplifiée par cordes vocales capables de briser l'acier. Votre épreuve est terminée. La réponse de la foule fut immédiate et écrasante. Des milliers de voix s'élevèrent à l'unisson criant louanges et bénédictions. Certains tombèrent à genoux dans les rues jonchées de débris. D'autres pressèrent leurs visages contre les vitres si fort que le verre renforcé commença à craquer. De la cathédrale ecclésiarchale montèrent les profondes sonneries des cloches cérémonielles, leurs voix de bronze proclamant un miracle au ciel taché de cendres. La chanoinesse lyre prétendrait plus tard avoir senti la présence divine dès l'instant de sa manifestation. La vérité était plus simple. Elle avait entendu les explosions et vu le pilier de feu et reconnu l'opportunité quand elle était tombée du ciel. En 1 heure, les premiers diffuseurs Vox diffusaient à travers Hélios Prime. Le message était simple, répété en haut gothique et en 17 dialectes locaux.
un saint vivant, est venu parmi nous. Le champion de l'empereur marche au milieu de nous. Réjouissez-vous, car nous sommes bénis entre tous les mondes. Homelander se tenait au sommet de la plus haute flèche du complexe industriel Cap, fouetté par le vent radioactif. En contrebas, la ville s'étendait comme un cancer de métal et de béton. Ses habitants, courant le long de leur chemin, désignés comme des fourmis, dans un labyrinthe soigneusement conçu. Mais ces fourmis levaient les yeux, ces fourmis priaient, et dans leur prière, il entendait quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment possédé dans sa vie précédente, une vénération authentique. Pas l'adoration manufacturée du marketing corporatif ou l'obéissance apeurée de ceux qui n'avaient pas le choix. C'était une crainte brute non filtrée. La pensée se cristallisa dans son esprit comme de la glace sur du métal. Dans son ancien monde, il avait gaspillé des décennies à poursuivre le rêve impossible d'être aimé. L'amour était changeant, l'amour était conditionnel, l'amour pouvait être retiré au premier échec, mais l'adoration était éternelle, l'adoration était absolue, l'adoration était ce que recevaient les dieux. Les diffuseurs Vox s'animèrent à travers la ville ruche, portant sa voix à chaque âme dans un rayon de 1000 kilomètres. Peuple d'Hélios Prime, écoutez-moi. Je ne suis pas seulement un instrument de l'empereur. Je ne suis pas un saint lointain satisfait d'accomplir des miracles de loin et de disparaître dans la légende. Sa voix portait une certitude parfaite, la confiance absolue de celui qui avait regardé dans l'abîme de sa propre nature et embrassé ce qu'il y avait trouvé. Je suis votre empereur, votre nouvel empereur, l'empereur que l'humanité mérite dans cet âge sombre, celui qui ne restera pas silencieux sur un trône d'or, pendant que ses enfants souffrent et meurent. Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent sembla retenir son souffle. Agenouillez-vous, mon peuple, agenouillez-vous et soyez sauvés. Et à travers Hélios Prime, ils s'agenouillèrent, certains par dévotion sincère, submergés par le salut miraculeux dont ils avaient été témoins, d'autres par confusion incertaine de la façon de traiter cette proclamation sans précédent, d'autres encore par simple terreur, reconnaissant la voix de l'autorité absolue quand elle parlait, mais tous s'agenouillèrent du haut de la flèche de la cathédrale. La chanoinesse Lyre observait à travers ses macro-jumelles, tandis que son monde se transformait autour d'elle. Son vox-perle crépitait de transmission frénétique de ses subordonnées, chacune demandant une guidance qu'elle ne possédait pas. L'ecclésiarchie avait des protocoles pour les miracles, des procédures soigneusement structurées pour enquêter et valider les signes d'intervention divine. Il n'y avait pas de protocole pour cela. Dans les profondeurs de la ruche, le Magos Dominus, femme 9, étudiait des relevés d'énergie qui n'avaient aucun sens selon aucune science connue. La source d'énergie de l'être était indétectable par les augures conventionnels. Pourtant, ses capacités dépassaient tout ce qui se trouvait dans les archives du Mechanicus. Ses mécadendrites se tordaient d'anticipation, tandis qu'il commençait à compiler des hypothèses préliminaires. Peut-être s'agissait-il d'un vestige de l'âge sombre de la technologie, une fusion parfaite de volonté humaine et de transcendance technologique. Oh. Au-dessus, dans la station de surveillance orbitale, l'inquisiteur Varys reçut les premiers rapports fragmentaires avec une alarme croissante. Les descriptions étaient fragmentaires, contradictoires, mais certains détails émergeaient avec une régularité troublante. Puissance sans précédent, revendication non vérifiée de divinité, obéissance massive des civils,
Ses doigts augmétiques commencèrent à composer une transmission prioritaire à ses supérieurs, tandis qu'il ordonnait à son vaisseau de rompre l'orbite et d'enquêter personnellement. Quoi qu'il se soit manifesté sur Hélios Prime, cela représentait soit le plus grand miracle en 10 millénaires, soit l'hérésie la plus dangereuse que l'Imperium ait jamais connue. À la surface inconscient des tempêtes de confusion et de controverses qui commençaient déjà à tourbillonner autour de lui. Homelander écarta les bras et sourit. Le soleil couchant peignait le ciel en couleur de sang et d'or toile de fond parfaite pour la naissance de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui allait remodeler la compréhension galactique du pouvoir de l'adoration et du prix des deux. L'ère du héros raté prenait fin. L'ère de l'empereur Dieu commençait. Le matin après le salut apporta de nouveaux hymnes à Hélios Prime. Dans les dortoirs de la Schola Progenium, 10 000 enfants âgés de 6 à 16 ans se réunirent pour leur catéchisme quotidien. Mais aujourd'hui, les leçons avaient changé. Là où autrefois, ils récitaient les vertus de l'empereur et mémorisaient des passages du Lectitio Divinitatus, ils prononçaient maintenant des mots différents. « Répétez après moi », entonna sœur supérieure, Agatha sa voix portant à travers l'immense hall d'assemblée. L'empereur d'autrefois restait silencieux, tandis que ses enfants souffraient. Mais l'empereur réincarné marche parmi nous. L'empereur réincarné marche parmi nous. 10 000 jeunes voix firent écho à l'unisson parfait. Homelander observait depuis la galerie d'observation au-dessus invisible aux enfants, mais buvant chaque syllabe de leur dévotion. Chaque mot était une goutte d'adoration pure, coulant dans le vaste réservoir d'adoration qu'il construisait en lui-même. Ces enfants n'avaient jamais connu le doute sur sa divinité. Ils étaient nés dans un monde où il était déjà Dieu. « Et quelle est la première vertu du fidèle ?» continua sœur Agatha. « Obéissance à l'empereur réincarné, répondit-on net et immédiat. Et la deuxième vertu, pureté de chair et d'esprit, comme exemplifiée par l'empereur réincarné. Et la troisième vertu, dévotion jusqu'à la mort pour la gloire de l'empereur réincarné. » Les visages des enfants brillaient d'une ferveur innocente, tandis qu'ils récitaient leur nouveau catéchisme. Homelander sourit, se rappelant combien de temps il avait fallu pour convaincre sœur Agatha d'adopter le nouveau programme. Une simple démonstration avait suffi, une exhibition décontractée de vision thermique qui avait transformé une statue de bronze de l'ancien empereur en scorie fondue. La bonne sœur avait immédiatement vu la raison. 3 semaines s'étaient écoulées depuis son avènement, et la transformation d'Hélios Prime avançait selon le calendrier prévu. Le conseil gouvernant de la planète avait été réceptif à ces suggestions d'amélioration sociale. Les rares membres qui avaient exprimé des réserves sur les changements radicaux n'étaient plus en position d'exprimer de telles préoccupations, ni en position de toute expression d'ailleurs. Les programmes de purification avaient commencé par des évaluations médicales dans les niveaux inférieurs de la ruche. Les citoyens étaient évalués pour leur aptitude génétique, leur stabilité psychologique et leur pureté dévotionnelle. Ceux qui échouaient aux évaluations disparaissaient simplement pendant le quart de nuit, leurs unités d'habitation réassignées à des occupants plus convenables dès le matin. L'explication officielle était relocalisation vers des colonies agricoles sur les mondes extérieurs du système. Les cendres, tombant des nouveaux crématoriums du district industriel, suggéraient une vérité différente. « Seigneur protecteur », vint une voix derrière lui. Homelander se tourna et vit la chanoinesse Lyre
approcher son armure énergétique, luisant de bénédictions fraîchement inscrites en écriture dorée. Les sœurs de silence s'étaient adaptées au nouvel ordre avec une rapidité remarquable, bien qu'ils puissent encore sentir la peur, irradier d'elles comme la chaleur d'une forge. Bien, la peur était honnête, la peur était pure. « Chanoinesse », répondit-il sans corriger le titre. Le peuple lui avait donné de nombreux noms au cours de ces semaines, Seigneur protecteur, l'empereur réincarné le sauveur d'Hélios Prime. Il trouvait qu'il appréciait la variété. Les dévotions matinales ont été complétées dans tous les 17 districts de la ruche, rapporta-t-elle. La présence était obligatoire selon vos ordres, avec seulement 43 absences enregistrées à l'échelle du système. Et ces absences ont été traitées, monseigneur. Leurs familles ont été relocalisées pour faciliter leur correction spirituelle. Excellent. Le regard d'Homelander revint aux enfants en contrebas. « Dites-moi, chanoinesse, croyez-vous qu'il m'aime ?» La question la prit au dépourvu. Il pouvait entendre son cœur s'accélérer, voir les micro-expressions de confusion et horreur soigneusement réprimées qui traversaient ses traits augmétiques. Monseigneur, ils sont dévoués, absolument dévoués. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Sa voix ne portait aucune menace, seulement curiosité. M'aime-t-il comme un enfant aime un parent, comme une âme, aime son créateur? La chanoinesse lyre resta silencieuse, un long moment luttant pour une réponse qui ne la condamne d'aucun côté. Finalement, elle parla avec une précision soigneuse. « Ils vous adorent, monseigneur. Ils vous obéissent. Ils mourraient pour vous sans question. Mais m'aiment-ils? Je ne sais pas, monseigneur. » Homelander hocha la tête, satisfait de son honnêteté. « Moi non plus, chanoinesse. Et c'est pourquoi l'amour est hors de propos. L'amour peut être retiré. L'amour peut être perverti. L'amour peut devenir haine en un seul moment de déception. » Il désigna les enfants en contrebas qui sortaient maintenant de la salle d'assemblée en formation parfaite. « Eh mais ceci est éternel. Ceci est absolu. Ils ne m'adornent pas parce qu'ils choisissent de le faire. Ils m'adornent parce qu'ils ne peuvent concevoir de faire autrement. Je ne suis pas leur chef bien-aimé, chanoinesse. Je suis leur Dieu. Et les dieux n'ont pas besoin d'être aimés. Ils ont seulement besoin d'être obéis. Dans les profondeurs de la forge Tertius, le Magos Dominus. Femme neuf étudiait des relevés qui continuaient à défier l'analyse rationnelle. Ses cerveaux-crânes tournaient autour de la chambre où l'être le Seigneur protecteur, comme on l'appelait maintenant, s'était soumis à un balayage biologique complet. Les résultats remplissaient 17 plaques de données et soulevaient plus de questions qu'ils n'en résolvaient. La structure cellulaire du sujet était reconnaissablement humaine, mais optimisée au-delà de tout modèle génétique connu. La densité des fibres musculaires dépassait la base des Astartes d'un facteur de 12. La composition osseuse suggérait des matériaux qui n'existaient que dans les modèles théoriques. Les schémas d'activité neurale indiquaient des capacités de traitement approchant l'efficacité des cogitateurs, tout en maintenant une flexibilité organique. Le plus intrigant de tout l'être ne montrait aucun signe de mutation warp ou de souillure du chaos malgré son émergence apparente d'une faille warp instable. Au contraire, ses relevés bio-indiquaient une résistance inhérente à l'influence psychique qui dépassait même celle des Sœurs du Silence. Fascinant, marmonna le Magos à travers sa grille vox mécadendrite, se tordant d'agitation. La fusion parfaite du potentiel génétique humain et de l'amélioration technologique inconnue. Ceci pourrait être la clé pour inverser 10 millénaires de déclin humain.
Les implications étaient stupéfiantes. Si le modèle génétique du Seigneur protecteur pouvait être analysé, répliqué, peut-être même amélioré, l'Imperium pourrait déployer des armées de tels êtres. La grande croisade pourrait reprendre avec des guerriers qui faisaient paraître même les primarques comme des prototypes grossiers. Mais d'abord, il avait besoin de plus de données, beaucoup plus de données. Le carillon de Vox interrompit ses calculs. Magos Femme 9 au laboratoire principal, priorité alpha. Il arriva pour trouver le Seigneur protecteur, attendant à côté d'un des cogitateurs de séquençage génétique, sa cape parfaitement disposée, malgré les vents industriels de la chambre. L'expression de l'être était plaisante, presque amicale, mais quelque chose dans sa posture suggérait une violence contenue. « Magos », dit chaleureusement Homelander, « j'espère que vos recherches avancent bien. En effet, Seigneur protecteur, les résultats préliminaires sont sans précédent. Votre modèle génétique représente un bond quantique dans l'évolution humaine. Avec votre permission, je voudrais commencer des études de réplication. Réplication. Le sourire de l'être s'élargit. Comme c'est fascinant. Dites-moi, Magos, dans vos études de ma biologie, avez-vous identifié des faiblesses? La question fut posée avec une curiosité décontractée, mais les protocoles d'évaluation de menaces de Femme 9 s'illuminèrent soudain en avertissement cramoisi à travers sa conscience. Chaque instinct de survie qu'il possédait organique à mécanique hurlait le danger. Non, Seigneur protecteur, votre physiologie semble être sans défaut, parfaite dans tous les aspects mesurables. Bien. Homelander s'approcha, et le Magos entreapercevait la chaleur qui montait derrière ses yeux bleus parfaits. Parce que je détesterais penser que les serviteurs de l'Omnicia cherchaient des moyens de nuire à leur nouvel empereur. Jamais, mon Seigneur le Mechanicus, existe pour servir l'amélioration de l'humanité. Votre arrivée représente l'aboutissement de notre mission sacrée, la perfection de la forme humaine par la volonté divine et la transcendance technologique. Exactement. La chaleur s'estompa du regard d'Homelander, remplacé par quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. Continuez vos recherches, Magos, mais souvenez-vous, je ne suis pas un sujet à étudier. Je suis l'objectif final, le modèle parfait dont toute l'humanité future sera dérivée. Quand vous me regardez, vous regardez l'avenir de notre espèce. Après le départ du Seigneur protecteur, Magos Femme 9 resta immobile pendant près de 6 minutes, traitant la rencontre. Son esprit rationnel cataloguait les mots de l'être comme simple mégalomanie, les délires d'un individu puissant, ivre d'adoration et d'autorité. Mais ses archives de données murmuraient d'autres possibilités différentes. Et si ce n'était pas un délire? Et si cet être parfait représentait vraiment l'évolution destinée de l'humanité, et si l'empereur d'autrefois n'avait été que le prototype, et cette nouvelle arrivant, le produit fini? Les questions le hanteraient pendant des semaines. Dans le poste de précinct des arbitrators, l'ancienne juge arbitrator Vex examinait les rapports quotidiens d'application de la loi avec une inquiétude croissante. La criminalité sur Helios Prime avait pratiquement disparu, non par une police efficace, mais par la simple mesure d'éliminer les criminels. Le vol était maintenant puni d'exécution immédiate. L'agression valait flagellation publique, suivie d'exil dans les déserts de cendres. La sédition, ou le blasphème contre le Seigneur protecteur, signifiait vaporisation, exécutée personnellement par leur nouveau dieu empereur avec une précision théâtrale. La population s'était adaptée avec une vitesse remarquable. Les citoyens
dénonçaient leurs voisins pour infractions réelles ou imaginaires. Les enfants informaient sur leurs parents pour avoir exprimé du doute sur le nouvel ordre. Même les conversations privées se faisaient en chuchotement de peur que l'ouïe renforcée du Seigneur protecteur ne détecte un enthousiasme insuffisant. « Juge arbitrator vex » vint une voix derrière elle. Elle se tourna pour voir un de ses subordonnés, l'exécuteur Mathias, approcher avec une réticence évidente. « Qu'y a-t-il, exécuteur ? Nous avons reçu des rapports de activité inhabituelle dans le secteur Sigma 7, rassemblement de masse, assemblée non autorisée. Les citoyens semblent mener une forme de culte rituel. » Vex fronça les sourcils. Les rassemblements religieux non autorisés étaient techniquement des violations de la loi impériale, nécessitant sanction ecclésiarcale avant d'être permis. Mais dans les circonstances actuelles, arrêter l'adoration du Seigneur protecteur semblait au mieux imprudent. Ou quel genre de rituel? Ils ont érigé une statue juge arbitrator, 20 mètres de haut taillée dans la pierre de ruche. Elle représente le Seigneur protecteur en aspect divin, et ils font des offrandes. À quel genre d'offrande? Le visage de Mathias pâlit. Des gens, juge arbitrator. Ils sacrifient ceux qu'ils jugent indignes de la grâce du Seigneur protecteur. Les estropiés, les personnes âgées quiconque, ne montrent pas un enthousiasme approprié pendant les dévotions quotidiennes. Les rapports continuèrent pendant 1 heure, encore chacun peignant le portrait d'une société se transformant à une vitesse terrifiante. L'ancien ordre impérial n'avait pas été détruit. Il avait été perverti, tordu en quelque chose qui servait la volonté d'un seul individu avec une efficacité absolue. Et le plus troublant était la volonté avec laquelle la population avait embrassé ces changements. Ce n'étaient pas les actions d'un peuple conquis forcé à la soumission. C'était une transformation volontaire, mue par une croyance sincère, que leur nouveau Dieu empereur leur offrait quelque chose de meilleur que la protection distante de l'impérium. Alors que les soleils binaires d'Hélios Prime se couchaient derrière les flèches de la ruche peignant le ciel en nuances d'ambre et de cramoisi, Homelander se tenait une fois de plus sur son perchoir choisi. La ville s'étendait en contrebas, avait été refaite à son image efficace, dévouée et absolument soumise à sa volonté. Les diffuseurs Vox, à travers les districts de la ruche, portaient son adresse du soir à chaque citoyen. Mon peuple bien-aimé, il y a 3 semaines vous viviez dans la peur. Peur de l'invasion Xénos, peur de l'abandon par des autorités lointaines qui vous considéraient comme sacrifiables, peur que vos prières restent sans réponse dans l'immense obscurité de l'espace. Sa voix résonnait avec une autorité parfaite, chaque mot calculé pour un impact émotionnel maximum. Cet âge est terminé. Vous n'êtes plus les enfants oubliés d'un empire mourant. Vous êtes le peuple choisi d'un nouvel âge. Par votre dévotion, par votre pureté, par votre foi, absolue en ma volonté divine, vous êtes devenu quelque chose de plus que la simple humanité. La réponse fut immédiate, des millions de voix s'élevant, en louange unifiée, un son qui pouvait s'entendre depuis l'orbite. Demain, nous commençons la phase suivante de notre grande œuvre. Les systèmes voisins apprendront le miracle qui a transformé Hélios Prime. Ils verront ce que l'humanité peut devenir sous une guidance appropriée, et ils supplieront de nous rejoindre au paradis. Certains résisteront. Certains s'accrocheront aux anciennes voies, aux idéologies ratées d'un impérium pourrissant. Mais ils apprendront comme vous avez appris. Ils s'agenouilleront comme vous vous êtes agenouillés. Ils adoreront comme vous adorez. Car je ne suis pas seulement votre empereur. Je suis votre destin incarné. Je suis l'avenir de l'humanité marchant parmi vous
en chair parfaite. Et à travers moi, à travers une dévotion absolue à ma volonté, vous hériterez de la galaxie elle-même. La transmission se termina, mais les acclamations continuèrent pendant 20 minutes encore. Haut dans la station de surveillance orbitale, devenu son bastion personnel, l'inquisiteur Vari compilait son dernier rapport, les doigts tremblants. Ce qu'il avait vu, au cours des 3 dernières semaines, défiait tous les protocoles du manuel de l'Ordo Hereticus. L'être se nommant lui-même le Seigneur protecteur avait démontré un pouvoir au-delà de la compréhension mortelle, mais l'utilisait au service d'objectifs qui semblaient refléter la vision originale de l'empereur. Les programmes de purification, bien que brutaux, avaient éliminé les déviants génétiques et les cultistes du chaos avec une précision chirurgicale. La réorganisation sociale avait créé une stabilité et une productivité sans précédent. Les pratiques dévotionnelles, bien qu'hétérodoxes, ne montraient aucun signe de souillure du chaos ou d'influence xénos. Selon tous les standards mesurables, Hélios Prime prospérait sous son nouveau commandement. La criminalité avait disparu. La productivité avait augmenté de 300%. Le recrutement militaire approchait de la participation universelle. La population montrait des niveaux de loyauté et de motivation qui dépassaient même les mondes impériaux les plus réussis. Et pourtant, Varys savait au fond de ses os qu'il assistait à la naissance de quelque chose de monstrueux. Les rapports atteindraient Entera, éventuellement, avec des requêtes de guidance des plus hautes autorités. En attendant, il ne pouvait que observer et documenter, tandis qu'un monde entier se transformait en quelque chose qui était techniquement encore partie de l'impérium, mais servait un maître très différent. Son entrée finale pour la journée fut brève, mais prophétique. Le sujet continue la consolidation de l'autorité. Obéissance de la population approche les 100%. Recommande intervention immédiate avant propagation de la contagion au système voisin. Le temps pourrait manquer. Le hurlement astropathique atteignit Terra 17 jours après que l'inquisiteur Vari eut transmis son rapport final. Dans les halls d'obsidienne du palais impérial, où l'empereur mourant maintenait sa veille l'éternel sur le trône d'or, le message fut décodé par des psykers tremblants, dont l'esprit survécut à peine au contact de son contenu. Les mots eux-mêmes étaient assez simples, rendus en cipher gothique impérial standard. Mais la résonance psychique qui les accompagnait portait des nuances d'adoration, si intenses, si absolues, que 3 astropathes subirent un effondrement mental complet, simplement en traitant la transmission. Le seigneur inquisiteur Thorven Krix lut le message décodé dans le silence de son sanctum privé, entouré de reliques qui avaient été témoins de 10 millénaires de lutte de l'impérium contre l'hérésie. Chaque mot le frappa comme un coup physique. Hélios Prime sous contrôle d'entités inconnues, revendiquant divinité impériale, obéissance population totale, protocoles standards insuffisants, demande autorisation immédiate d'exterminatus ou déploiement force de chapitre complet. Situation se détériore rapidement. Entité démontre capacité dépassant base documentée des primarques. Ceci n'est pas un exercice, ceci n'est pas un test. L'Impérium fait face à une menace existentielle. Le message portait le sceau personnel de Varys, avec code d'authentification, qui en confirmait l'authenticité, au-delà de tout doute. Thorven avait connu Varys pendant 2 siècles. L'homme était méthodique, prudent, jusqu'à la faute et totalement incapable d'hyperbole. S'il demandait l'autorisation d'exterminatus,
La situation était désespérée, mais Helios Prime n'était pas un monde oublié qu'on pouvait effacer discrètement des archives impériales. C'était un monde industriel majeur, abritant 40 milliards d'âmes et usines qui fournissaient des armes à 6 segmentum différents. Les ramifications politiques de sa destruction résonneraient à travers la galaxie. Plus troublant encore étaient les rapports secondaires qui filtraient des systèmes voisins. Les pèlerins partaient déjà pour Helios Prime, en nombre sans précédent, attirés par des rumeurs de miracles et de manifestations divines. Les vaisseaux marchands portaient des histoires qui devenaient plus élaborées à chaque récit. L'empereur, réincarné, guérissait les malades, disait-on. Il perfectionnait l'humanité. Il inaugurait un nouvel âge d'or. Dans les 72 heures suivant la réception du hurlement astropathique à Terra, la réponse de l'Imperium fut décidée. Pas d'exterminatus, les pertes industrielles auraient été catastrophiques. Plutôt une approche plus chirurgicale, investigation-évaluation et, si nécessaire, élimination. Les ordres partirent par des canaux si secrets que leur existence même était classifiée au-delà des plus hauts niveaux de sécurité. Le maître de chapitre, Ardenthorn, reçut ses ordres de déploiement alors que ces Black Templars concluaient une opération de purge dans le système mordien. La transmission fut brève, chiffrée avec des codes connus seulement des serviteurs les plus fiables de l'empereur. Helios Prime, menace possible niveau primarque, investigué, terminé si hérésie confirmée, discrétion maximale autorisée. Thorn lut le message 3 fois avant de se permettre d'y croire. Menace niveau primarque. L'expression n'apparaissait dans aucune doctrine impériale standard, parce que de telles menaces n'étaient pas censées exister. Les primarques étaient uniques, irremplaçables, le pinacle de l'art génétique de l'empereur. Que quelque chose soit classé à leur niveau signifiait soit un retour miraculeux, soit une émergence catastrophique. Frère capitaine Mordecai, voxa-t-il à son second. Préparez la flotte pour translation warp immédiate. Nous partons pour le système Helios dans l'heure. Sur Helios Prime, même la transformation continuait avec une efficacité implacable. La production industrielle de la planète avait augmenté de 400% depuis l'arrivée d'Homelander Mu, par une main-d'œuvre qui travaillait avec ferveur religieuse. Les citoyens se disputaient l'honneur de faire des quarts supplémentaires, de contribuer plus à la vision de leur dieu empereur. Le sommeil était vu comme égoïsme. Le repos était interprété comme dévotion insuffisante. Les résultats étaient spectaculaires et terrifiants, à parts égales. Des armes qui prenaient des mois à fabriquer sortaient maintenant des lignes de production en jours. Des vaisseaux stellaires qui auraient dû nécessiter des années de construction étaient achevés en semaines. Mais le coût humain était stupéfiant. Les travailleurs s'effondraient à leur poste d'épuisement seulement pour être emportés par leurs collègues qui prenaient immédiatement leur place. Les districts industriels coulaient rouge du sang de ceux qui s'étaient poussés au-delà de toute limite biologique et au service de leur nouvelle divinité. Homelander observait ces développements depuis son palais, l'ancienne résidence du gouverneur agrandie, et transformée en quelque chose qui ressemblait à une fusion de cathédrale et de forteresse. L'architecture avait été remodelée par sa vision thermique, ses murs sculptés de reliefs représentant ces divers miracles et déclarations. Au cœur se trouvait le trône de vérité, une massive construction d'or et d'os humains où il tenait cours chaque jour. « Seigneur protecteur », annonça la chanoinesse Lyre en entrant dans la salle du trône,
Sa voix portant la révérence entraînait devenue obligatoire pour tous ceux qui l'approchaient. Nous avons reçu nouvelle que plusieurs délégations extérieures demandent la permission de visiter Hélios Prime, représentant de l'Adeptus Ministorum, de l'Adeptus Mechanicus et... Elle s'arrêta, ses implants augmétiques cliquant d'anxiété de l'ordo hereticus. L'expression d'Homelander ne changea pas, mais Lear capta le subtil changement de posture qui indiquait une attention accrue. Après 6 semaines à servir de liaison principale avec l'ecclésiarchie, elle avait appris à lire ses micro-expressions. Sa survie en dépendait. L'Inquisition souhaite nous visiter. Sa voix portait amusement plutôt qu'inquiétude. Comme c'est traditionnel d'eux, je suppose qu'ils veulent vérifier que leur nouvel empereur répond à leurs critères de divinité. Monseigneur peut-être serait-il sage de quoi chanoinesse se cacher, faire semblant que ce que nous avons construit ici est soumis à leur approbation. Il se leva du trône et Lear lutta contre l'envie de reculer. Même après des semaines d'exposition, sa présence restait écrasante. Non, dites-leur que toutes les délégations sont les bienvenues. Laissez-les venir voir ce que l'Imperium peut devenir sous une vraie direction. Et s'ils tentent d'interférer avec votre œuvre divine, le sourire d'Homelander fut radieux et terrible. Alors ils apprendront pourquoi l'ancien empereur a échoué là où j'ai réussi. Ils apprendront ce qui arrive quand des mortels défient la volonté d'un dieu. 3 jours plus tard, le premier vaisseau de l'Inquisition transla dans le système Hélios. Le vaisseau ne portait aucune marque d'identification, sa coque peinte en noir mat favorisée par ceux qui préféraient rester inaperçus. Mais la vision renforcée d'Homelander repéra son vecteur d'approche depuis l'orbite géosynchrone, et il observa avec intérêt, tandis qu'il établissait un schéma orbital standard. L'inquisiteur Varys se tenait sur la passerelle de son vaisseau étudiant les affichages tactiques, avec une stupéfaction croissante. Les défenses orbitales d'Hélios Prime avaient été complètement reconstruites en 6 semaines. Là où il n'y avait autrefois qu'une poignée de plateformes de défense vieillissantes maintenant un réseau de stations d'armes sophistiquées, formait une coque impénétrable autour de la planète. Plus troublante encore, les signatures énergétiques suggéraient une technologie qui dépassait les spécifications impériales standards de plusieurs ordres de magnitude. Monseigneur, chuchota son aide en étudiant les relevés des senseurs avec confusion évidente. Ces installations de défense, elles utilisent des sources d'énergie que nous ne reconnaissons pas. Les niveaux de sortie sont hors normes. En effet, Varys activa les augures à longue portée, se concentrant sur la surface de la planète. Ce qu'il vit défiait l'explication rationnelle. Les districts industriels fonctionnaient à des niveaux d'efficacité impossibles. Des projets de construction massifs, qui auraient dû prendre des décennies, semblaient proches de l'achèvement. Et partout des statues et monuments massifs représentaient l'être qu'il était venu enquêter. Demanderons-nous la permission d'atterrir inquisiteur? Varys resta silencieux un long moment, pesant ses options. Le protocole standard exigeait une enquête approfondie avant toute action. Mais chaque instinct qu'il possédait hurlait que le retard ne ferait qu'empirer la situation. Ouvrez un canal vers les autorités planétaires, décida-t-il. Demandez audience immédiate avec leur Seigneur protecteur. La réponse arriva en minutes transmises sur toute fréquence, avec assez de puissance pour être entendue à travers le système. Inquisiteur Varys, je vous attendais. La voix était parfaitement modulée, portant juste assez de chaleur pour sembler accueillante,
tout en maintenant un ton d'autorité absolue. C'était la voix de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son droit de commander, jamais questionner sa propre suprématie. Permission accordée d'atterrir. Coordonnées transmises à vos systèmes de navigation. Venez et voyez ce que l'Imperium peut devenir quand il sert le bon maître. La transmission se termina, laissant Varys fixer des affichages qui montraient les coordonnées d'atterrissage pour l'astroport principal de la planète. Il n'y avait pas de menace dans le message, pas d'hostilité ouverte, mais quelque chose dans cette voix avait déclenché chaque instinct de survie qu'il possédait. « Préparez ma navette personnelle », ordonna Varys. « Garde d'honneur complète équipement de combat et transmettez notre position à la flotte des Black Templars. S'ils n'ont pas de nouvelles de nous dans 12 heures, ils doivent considérer cette mission compromise. » 2 heures plus tard, Varys se tenait dans la place centrale de la principale ville ruche d'Hélios Prime, entouré d'une foule dont la ferveur confinait à la folie. Des centaines de milliers de citoyens s'étaient rassemblés pour assister à l'arrivée de l'inquisiteur, leur visage rayonnant du genre d'extase religieuse habituellement réservé aux cérémonies impériales les plus sacrées. Mais ce n'était pas l'adoration de l'empereur, c'était quelque chose d'autre entièrement. Homelander descendit du ciel comme une étoile filante, sa cape traînant derrière lui, tandis qu'il atterrissait, avec grâce parfaite, au centre de la place. La réponse de la foule fut immédiate et écrasante, des millions de voix, s'élevant en acclamations unifiées, un son qui semblait ébranler les fondations mêmes de la ville ruche. « Inquisiteur Varys », dit Homelander sa voix, portant facilement par-dessus l'adoration de la foule. « Bienvenue dans l'avenir de l'humanité. » Varys étudia l'être devant lui, avec l'œil entraîné de quelqu'un qui avait passé des siècles à identifier les menaces contre l'Imperium. Ce qu'il vit défiait toutes les suppositions qu'il avait formées sur la nature du pouvoir et de la divinité. L'être semblait humain, parfaitement humain, en fait. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de bouger, qui suggérait des capacités bien au-delà des limitations mortelles. Plus troublant encore était la réaction de la foule. Ce n'étaient pas les sujets apeurés d'un tyran ou les fidèles d'un leader charismatique. C'était l'adoration à l'état pur, le genre que l'empereur lui-même n'avait inspiré que rarement. « Seigneur protecteur », répondit Varys, gardant sa voix soigneusement neutre. « Je viens chercher des réponses. Les rapports de ce monde ont été inhabituels. » Inhabituels. Le rire d'Homelander fut sincèrement amusé. « Inquisiteur, ce que vous voyez ici n'est pas inhabituel. C'est inévitable. C'est ce qui arrive quand l'humanité reçoit une vraie direction. Quand on lui montre ce qu'elle peut devenir, plutôt que seulement dire ce qu'elle doit endurer. » Il désigna la foule dont les voix s'étaient calmées, en un chant rythmique de son nom et de ses titres. « Regardez les Varys. Regardez leurs visages. Quand avez-vous vu pour la dernière fois une telle joie chez les citoyens impériaux? Quand avez-vous vu pour la dernière fois une telle unité parfaite de but? L'ancien Imperium gouverne par la peur et la privation. Je gouverne par l'inspiration et la perfection. » « Et les disparitions ?» demanda Varys sans détour. « Les citoyens qui ont disparu depuis votre arrivée, quelle inspiration a guidé leur enlèvement. » Le chant de la foule vacilla un instant, et Varys sentit le poids d'1 million de regards. Mais l'expression d'Homelander resta plaisante, presque paternelle. Ah, l'inquisiteur vient armé d'accusations plutôt que de questions, comme c'est rafraîchissant direct. Il s'approcha, et Varys lutta contre l'envie de porter la main à son arme. « Dites-moi, inquisiteur, en vos siècles de service, combien de disparitions avez-vous
autorisé. Combien de mondes avez-vous purgés au nom de la paix de l'empereur? Combien de milliards sont morts pour préserver la pureté d'un système qui les laisse affamés, effrayés et abandonnés? Varys ne dit rien, mais son silence fut réponse suffisante. Les citoyens qui ont été relocalisés, continua Homelander, étaient malades, compromis génétiquement, instables mentalement, corrompus spirituellement. Je leur ai donné la miséricorde d'une mort propre plutôt qu'une vie de souffrance. L'ancien impérium les aurait laissés languir, engendrant plus de faiblesse, propageant plus de décadence. J'ai éliminé la maladie à la source. Ce n'est pas à vous de décider, dit doucement Varys. L'impérium a des protocoles. L'impérium est mourant. Les mots se coupèrent l'air avec la force de la conviction absolue. Ces protocoles, ces traditions, toute sa structure, est un monument à la stagnation et au déclin. J'offre quelque chose de meilleur, quelque chose de parfait, quelque chose qui peut réellement protéger l'humanité plutôt que simplement préserver son cadavre. Le débat philosophique aurait pu continuer, mais il fut interrompu par un nouveau son, le rugissement distinctif des capsules de largage des Space Marines, perçant l'atmosphère. Au-dessus la flotte du maître de chapitre, Thorn était arrivé dans le système, et les Black Templars faisaient leur propre évaluation de la situation. Homelander leva les yeux avec un intérêt modéré tandis que des traînées de feu traversaient le ciel. « Ah, les anges de l'empereur viennent nous visiter. Comme c'est charmant. Cela devrait être éducatif pour tous les concernés. » Autour d'eux, la foule commença à murmurer avec incertitude. Les déploiements de Space Marines signifiaient la guerre, et la guerre signifiait la mort. Mais leur dieu empereur semblait indifférent, même satisfait de ce développement. « Allons-nous saluer nos nouveaux invités ensemble, inquisiteurs ?» demanda Homelander, en s'élevant lentement dans les airs. Je suis curieux de voir comment les guerriers génétiquement améliorés de mon prédécesseur se comparent à la perfection que je représente. Alors que les premières capsules de largage frappaient les bords extérieurs de la place et que les Black Templars en équipement de combat complet émergeaient avec armes prêtes, Varys réalisa qu'il allait assister soit à un miracle, soit à un massacre. De toute façon, le résultat remodelerait la compréhension galactique du pouvoir de la divinité et du prix de défier un dieu qui avait décidé que l'ancien ordre ne suffisait plus à ses ambitions. Les capsules de largage frappèrent de la place comme des météores d'adamantium noir, leurs rétrofusées calcinant le ferrocrète, tandis qu'elles déchargeaient leur cargaison des plus beaux guerriers de l'empereur. La vapeur siffla du métal en refroidissement, tandis que les rampes d'assaut s'abattaient, révélant les géants en armure à l'intérieur. Le maître de chapitre, Ardent Thorn, émergea de la capsule de tête, son armure énergétique noire et blanche, luisant d'huile sacrée et d'honneur de bataille gagnée au cours de 3 siècles de guerre juste. Derrière lui vinrent 2 douzaines de ses meilleurs frères de bataille, leurs bolteurs tenus prêts, mais pas encore pointés. C'était une investigation, pas une attaque. Pas encore. La foule d'adorateurs recula, créant un cercle élargi autour des Space Marines. C'étaient des enfants d'Hélios Prime, élevés sur des histoires des anges de l'empereur, mais la réalité de leur présence était écrasante. Chaque Astartes se dressait une tête et épaules au-dessus du plus grand humain, leur existence même un rappel de la capacité de l'humanité à la transcendance par la volonté de l'empereur. Homelander resta immobile dans les airs, au-dessus de la place étudiant
les nouveaux arrivants, avec un intérêt évident. Sa vision renforcée cataloguait chaque détail de leur équipement, chaque modification à leur modèle génétique, chaque position, tactique qu'ils prenaient, tandis qu'ils s'éparpillaient pour sécuriser la zone d'atterrissage. Magnifique, dit-il sa voix, portant clairement à travers la place malgré la distance. Le pinacle de l'ambition de l'ancien empereur. Des guerriers élevés pour la perfection améliorée au-delà de la limitation mortelle absolument dévoués à leur cause. Il descendit lentement botte, touchant le ferrocrète, avec précision délicate. Mais dites-moi, maître de chapitre, que se passe-t-il quand les guerriers parfaits d'un créateur imparfait rencontrent la perfection réelle? Les autosens de Thorn analysèrent l'être devant lui croisant, tout ce que l'esprit machine de son armure pouvait détecter contre les archives des Astartes. Taille environ 8 pieds, masse estimée, à 400 livres, bien que son mouvement suggère une densité au-delà de cette mesure. Évaluation de menace incommensurable. Je suis le maître de chapitre Ardent Thorn des Black Templars, annonça-t-il sa voix amplifiée par Vox résonnant des blocs d'habitation environnants. Je viens au nom du dieu empereur de l'humanité pour enquêter sur des rapports d'activité hérétique sur ce monde. Activité hérétique. Le rire d'Homelander fut sincèrement ravi. Maître de chapitre, vous vous tenez en présence de la divinité même et vous parlez d'hérésie. Regardez autour de vous, regardez ces gens. Quand avez-vous vu pour la dernière fois une telle dévotion parfaite chez les citoyens impériaux? Quand avez-vous vu pour la dernière fois une telle foi absolue? La foule s'était en effet reformée autour d'eux, se pressant plus près, malgré la présence intimidante des Space Marines. Leurs visages rayonnaient de ferveur, tandis qu'ils contemplaient leur dieu empereur, et beaucoup avaient commencé un chant bas qui semblait vibrer à travers le sol même. Empereur réincarné, empereur réincarné, empereur réincarné. Vous les entendez, continua Homelander en désignant les adorateurs. C'est à cela que ressemble la vraie foi authentique. Pas l'obéissance apeurée que votre impérium extrait par menace et violence, mais une vraie dévotion, librement offerte à quelqu'un qui en est digne. L'inquisiteur Vari avança son pistolet bolter restant dans son étui, mais sa main posée sur la poignée. Maître de chapitre, cet être prétend être l'empereur réincarné. Il a établi un culte de la personnalité qui a consumé un monde entier. La population montre des signes de conditionnement psychologique complet. Conditionnement. L'expression d'Homelander changea le masque plaisant glissant un instant pour révéler quelque chose de plus froid en dessous. Inquisiteur, ces gens m'adorent parce que je suis digne d'adoration, parce que je leur ai donné ce que l'ancien impérium n'a jamais pu, un leader qui est réellement supérieur à eux, plutôt que simplement prétendant l'être. Il commença à faire les 100 pas en cercle lent, autour des Space Marines, qui se tournaient pour suivre son mouvement, sans rompre la formation. Leur discipline était parfaite, leur préparation absolue. Mais quelque chose dans leur posture suggérait qu'ils commençaient à reconnaître l'ampleur de ce qu'ils affrontaient. Voyez-vous, maître de chapitre, le défaut fondamental dans la philosophie de votre impérium est la prétention à l'égalité. La fiction que toute vie humaine a une valeur égale, que le commandement n'est qu'un fardeau partagé entre les dignes, plutôt que le droit naturel du supérieur. Ses yeux commencèrent à briller d'énergie croissante. Je ne prétends pas être divin pour des raisons politiques. Je ne maintiens pas l'autorité par inertie institutionnelle. Je suis Dieu parce que je possède le pouvoir des dieux,
Parce que je suis parfait, là où d'autres sont imparfaits. Parce que je suis éternel, là où d'autres se décomposent. Il n'y a qu'un seul empereur, répondit Thorn sa voix, portant la certitude absolue d'une foi inébranlable. Il siège sur le trône d'or, guidant l'humanité à travers les ténèbres. Tous les autres qui prétendent à la divinité sont hérétiques Xénos ou démons. L'empereur est mourant, dit doucement Homelander. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, créant des ondulations de choc à travers la foule assemblée. Il meurt depuis 10 000 ans, un cadavre maintenu par le sacrifice quotidien d'âmes innocentes trop faibles pour parler, trop brisées, pour agir trop fiers pour céder le pouvoir à ceux plus capables de le manier. L'effet sur les Space Marines fut immédiat et viscéral. Plusieurs frères de bataille levèrent leur bolter système de visée, se verrouillant sur la masse centrale du blasphémateur. La main du maître de chapitre Thorn se porta à son épée tronçonneuse, bien qu'il n'ait pas encore tiré l'arme bénie. « Vous ne prononcerez pas de tels mensonges en notre présence, » gronda Thorn. Mensonge. Homelander arrêta de faire les 100 pas, se tournant pour faire face directement au maître de chapitre. « Frère, je ne dis que la vérité inconfortable nécessaire que votre impérium a passé des millénaires à nier. Votre empereur a échoué. Sa grande croisade s'est effondrée. Ses fils parfaits se sont retournés contre lui. Son rêve d'unité humaine est devenu un cauchemar de stagnation et de décadence. La lueur derrière ses yeux s'intensifia et plusieurs systèmes d'armure des Space Marines enregistrèrent une accumulation dangereuse d'énergie. Mais je n'échouerai pas, parce que je ne suis pas accablé par le sentiment, par l'idéalisme faux, par l'illusion que l'humanité peut être sauvée par la miséricorde et le pardon. Je règne par la force, et la force seule. Je suis ce que votre empereur aurait dû être, ce qu'il aurait été s'il avait eu la volonté d'embrasser sa vraie nature. Assez. Thorn tira son épée tronçonneuse d'un mouvement fluide, ses dents bénies, rugissantes à la vie. Vous êtes accusé d'hérésie contre le Dieu empereur de l'humanité. Soumettez-vous à la justice impériale ou affrontez les conséquences de votre blasphème. Autour d'eux, la foule commença à murmurer avec une agitation croissante. C'étaient leurs protecteurs, les Space Marines qu'on leur avait appris à révérer, et le Dieu empereur qu'ils avaient appris à adorer. Mais les deux forces semblaient opposées, et la dissonance cognitive créait une détresse visible parmi les civils. Homelander remarqua leur confusion et sourit avec ce qui aurait pu être de la compassion sincère. « Mon peuple » dit-il, sa voix portant à chaque coin de la place. « N'ayez pas peur. Ce que vous assistez ici n'est pas un conflit, mais une révélation. Ces guerriers représentent l'ancien ordre, le système raté, qui vous a abandonnés à l'invasion Xénos, qui vous a laissé souffrir, tandis que des bureaucrates lointains débattaient de la valeur de vos vies. » Il s'éleva à nouveau dans les airs, se positionnant au-dessus des Space Marines et de la foule. Sa cape flottait dans le vent toxique, et le soleil couchant le peignait en nuances d'or et de cramoisi qui semblaient presque surnaturelles. Aujourd'hui, vous verrez la naissance d'un nouvel âge. Aujourd'hui, vous serez témoin du moment où le futur de l'humanité défait enfin son passé. Aujourd'hui, votre Dieu prouve sa valeur par l'acte plutôt que par la parole. Le premier tir vint du frère sergent Cassius, dont le système de visée s'était verrouillé sur ce qu'il calculait comme le point de frappe optimal. L'obubolter hurla dans l'air sa pointe à masse réactive, conçue pour pénétrer même l'armure la plus lourde, avant d'exploser avec assez de force pour briser de l'os renforcé.
Homelander l'attrapa entre pouce et index. L'obus Bolter resta suspendu dans l'air un instant, son momentum complètement arrêté par sa prise décontractée. Puis il serra, et il s'écrasa comme du papier, sa charge explosive contenue est neutralisée par une chair qui semblait plus durable que l'adamantium. Impressionnant, dit-il en examinant le projectile écrasé avec intérêt académique. Mais insuffisant. L'escouade entière ouvrit le feu. 24 armes Bolter déchargèrent en synchronisation parfaite, remplissant l'air d'une tempête d'obus explosifs qui aurait réduit un char de combat en ferraille. Le son était écrasant, un tonnerre continu qui ébranla les fenêtres des blocs d'habitation environnants. Homelander resta immobile au centre du maelstrom, laissant les obus l'impact et exploser sans effet contre sa peau. Fumée et feu l'enveloppèrent comme une seconde cape, mais quand le barrage prit fin, il resta intact et imperturbé. « C'est tout ?» demanda-t-il. La réponse du maître de chapitre, Thorne, fut immédiate et décisive. Son réacteur dorsal s'alluma le propulsant dans les airs vers sa cible, avec l'épée tronçonneuse levée. Des siècles d'expérience de combat guidèrent en sa frappe un coup précis visant la jonction cou-épaule calculée pour sectionner artères et voies nerveuses critiques. Les dents bénies de l'épée tronçonneuse frappèrent la chair d'Homelander et se brisèrent. L'esprit machine de l'arme mourut dans un hurlement mécanique, tandis que ses composants sacrés échouaient contre une chair qui se révélait plus dure que le meilleur céramite. Thorne lui-même fut attrapé en plein vol, la main d'Homelander se refermant autour de sa gorge, avec une force décontractée. 300 ans de service, médita Homelander, en étudiant le Space Marine, en difficulté avec une fascination apparente. Des milliers de batailles livrées, des millions d'ennemis tués, tout au service d'un idéal qui était déjà mourant quand vous êtes né. Sa prise se resserra, et même la physiologie renforcée du maître de chapitre commença à montrer des signes de détresse. « Dites-moi, guerrier, en tous vos siècles de foi, avez-vous jamais douté que votre Dieu soit digne d'une telle dévotion ?» La réponse de Thorne ne vint pas en mots, mais en action. Son poing énergétique s'activa dans un gémissement d'énergie, s'écrasant dans le torse d'Homelander avec assez de force pour pulvériser un rocher. L'impact fut tremendou visible comme une onde de choc qui ondula dans l'air et fissura le ferrocrète sous leurs pieds. Homelander ne vacilla même pas. « Admirable », dit-il, approbation sincère dans la voix. « Vous choisissez l'action sur la philosophie, la mort sur le doute. Je peux respecter cela même si je ne peux approuver le gaspillage d'un tel potentiel magnifique. » Ses yeux s'embrasèrent de cramoisie et des rayons jumeaux d'énergie frappèrent Thorne en pleine poitrine. L'armure énergétique du maître de chapitre béni par 100 technoprêtres, inscrite de prières accumulées sur 3 siècles renforcées des meilleurs matériaux que l'Imperium pouvait fournir, commença à fondre. Mais Thorne n'était pas simplement un Space Marine. C'était un maître de chapitre, une légende vivante, un guerrier qui avait affronté des démons supérieurs et en était sorti victorieux. Tandis que son armure fondait autour de lui, il activa son arme finale, une bombe à fusion qui vaporiserait tout dans un rayon de 50 mètres. « Pour l'empereur », rugit-il, sa voix portant une conviction absolue, même tandis que son corps commençait à brûler. L'explosion fut magnifique, une sphère de destruction qui transforma le centre de la place en cratère de verre fondu. Quand la fumée se dissipa, les Space Marines, survivants, fixèrent avec horreur stupéfaite la figure qui émergea, indemne de la dévastation. Homelander se tenait au centre du cratère,
son costume intact, son expression de légère déception. Dans ses mains, il tenait les restes tordus du heaume de Thorn, sa structure de céramite déformée par la chaleur, mais encore reconnaissable. « Quel gaspillage !» dit-il tristement. Un si inutile, tragique gaspillage. Autour de la place, la foule était tombée à genoux, à l'unisson. Ce qu'ils avaient été témoins, transcender le miracle, c'était la preuve de divinité même. Leur dieu empereur avait affronté les plus beaux guerriers de l'empereur et en était sorti non seulement victorieux, mais intact. Les Space Marines survivants firent face à un choix pour lequel leur entraînement ne les avait jamais préparés. Leur maître de chapitre était mort tué par un être dont le pouvoir dépassait tout dans leur doctrine de combat. Leurs armes étaient inutiles, leurs tactiques insignifiantes contre un ennemi qui pouvait ignorer leur plus puissant assaut. Mais ils étaient Space Marines. Ils ne connaissaient pas la retraite. Le frère sergent Cassius avança tirant son épée énergétique avec précision mécanique. « Frère », voxa-t-il sur un canal fermé, « pour Thorn, pour l'empereur, charge ». Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais une démonstration. Homelander se déplaça à travers les Space Marines, attaquant, comme la mort elle-même, ses gestes décontractés mettant fin à des vies qui avaient enduré des siècles de guerre. Il veillait à rendre chaque mort significative, chaque défaite, une leçon pour la foule, observant la futilité de défier la volonté divine. Quand le dernier Astartes tomba, Homelander se tint seul au centre de la place, entouré des restes brisés des plus beaux de l'Imperium. Sa respiration était régulière, son expression calme, son costume non taché par le sang de ses ennemis. « Voyez », dit-il sa voix portant à chaque âme dans la ville ruche, « l'ancien ordre gît brisé à mes pieds. Les anges de l'empereur sont tombés devant le pouvoir de l'empereur réincarné. Que personne ne dise que le droit divin n'est qu'une jolie phrase, ou que le pouvoir seul fait les dieux. » La réponse de la foule fut immédiate et écrasante. Des millions de voix s'élevèrent en acclamation unifiée, un son qui semblait ébranler les fondations mêmes de la réalité. C'était l'adoration à l'état pur, pas la dévotion, soigneusement orchestrée de la cérémonie impériale, mais l'adoration, brute d'âme, qui avait été témoin de divinité authentique. L'inquisiteur Varys observait depuis le bord de la place, son esprit courant à travers protocoles et contingences qui semblaient soudain risiblement inadéquats. Il s'attendait à de la résistance, peut-être même à de la violence. Mais ceci était au-delà de la résistance, c'était la révélation de la faillite de toute sa vision du monde. Son vox-perle crépita de transmissions entrantes de la flotte des Black Templars en orbite. Des voix paniquées demandaient des rapports de situation, demandaient des ordres suppliants pour une guidance qu'ils n'étaient plus qualifiés à fournir. « Inquisiteur », dit Homelander, sa voix l'atteignant malgré la célébration continue de la foule. « Vous avez des questions ?» Ce n'était pas une demande. Varys se trouva marchant en avant ses jambes, bougeant sans commande consciente, jusqu'à se tenir devant l'être qui venait de démontrer un pouvoir au-delà de la compréhension impériale. « Que êtes-vous » chuchota-t-il. « Je suis ce que votre empereur aurait dû être », répondit Homelander. Ce qu'il aurait pu être s'il avait eu la volonté d'embrasser la perfection plutôt que de s'accrocher aux sentiments. Je suis l'avenir de l'humanité Varys, le modèle dont toutes les générations futures seront dérivées, et l'Imperium est Terra, et les milliards de mondes qui servent le trône d'or. Le sourire d'Homelander fut radieux et terrible. Ils apprendront comme Helios Prime a appris. Ils s'agenouilleront comme ces gens s'agenouillent. Ils adoreront comme ils adorent.
Pas par conquête inquisiteur, la conquête implique une lutte entre égaux. Ce sera conversion volontaire et joyeuse et absolue. Il désigna la foule en liesse, dont les voix s'étaient résolues en un nouveau chant. Empereur, réincarné, Dieu des dieux, maître de l'humanité, empereur, réincarné. Écoutez-les, Vari. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois une telle foi parfaite? Quand le nom de l'ancien empereur a-t-il inspiré une telle joie sincère? J'offre à l'humanité ce qu'elle a toujours désiré, pas une figure paternelle lointaine qui demande le sacrifice tout en offrant seulement le silence, mais un Dieu vivant qui marche parmi son peuple et prouve sa valeur par l'acte. La main de l'inquisiteur se porta à son pistolet bolter, puis s'arrêta. À quoi bon il venait de voir 2 douzaines de Space Marines tomber comme des enfants devant le pouvoir de cet être? Son arme ne serait pas plus efficace que leur bolter. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il. « Votre service » répondit simplement Homelander. « Votre reconnaissance que l'ancien ordre a échoué et que quelque chose de meilleur a pris sa place. Votre aide pour apporter ce miracle au reste de l'humanité. » Et si je refuse, alors vous mourrez, et quelqu'un de plus éclairé prendra votre place. Le choix est vôtre, inquisiteur, mais le résultat est inévitable. Je suis l'avenir de l'humanité. La seule question est de savoir si vous en ferez partie ou si vous en serez un obstacle. Varys regarda autour de la place, absorbant la scène d'adoration et de dévotion qui les entourait. Chaque visage qu'il pouvait voir rayonnait de bonheur authentique, d'une sorte de plénitude spirituelle qu'il avait rarement vue en ses siècles de service. Ces gens n'avaient pas peur, ils étaient reconnaissants. Ils n'étaient pas opprimés, ils étaient libérés. Et peut-être le plus troublant de tout, ils avaient raison. Son pistolet de bolter heurta le sol avec un bruit métallique qui sembla résonner à travers toute la place. « Que voudriez-vous que je fasse ?» demanda-t-il. Le sourire d'Homelander s'élargit et il posa une main douce sur l'épaule de l'inquisiteur. « Aidez-moi à apporter la vérité à la galaxie, mon ami. Aidez-moi à montrer à l'humanité ce qu'elle peut devenir quand elle suit un Dieu qui en est réellement digne. » La transmission Vox, qui atteignit Terra 3 jours plus tard, ne portait aucune encryption, aucun protocole de sécurité, aucune tentative de dissimulation. Elle fut diffusée sur toutes les fréquences, pénétra toutes les défenses, et parla avec l'autorité du pouvoir absolu à chaque âme dans un rayon de 1000 années-lumière. « Citoyen de l'Imperium », résonna la voix d'Homelander à travers la galaxie, son image apparaissant sur les écrans Vox à travers l'espace humain. « Je vous parle depuis Helios Prime, où l'avenir de notre espèce est né. Je suis votre empereur réincarné, votre leader parfait, votre guide divin à travers les ténèbres qui ont trop longtemps consumé notre galaxie. Sur Terra, dans les halls d'obsidienne, où les hauts seigneurs de Terra menaient les affaires de l'Imperium, la panique se répandit comme une contagion. Le seigneur commandant Guilliman lui-même fut convoqué de la croisade Indomitus, son visage sombre tandis qu'il étudiait des rapports qui défiaient la croyance rationnelle. Un chapitre entier de Space Marines détruit, un inquisiteur converti, un monde transformé en quelque chose qui défiait les fondations mêmes de l'autorité impériale. L'âge du règne lointain prend fin. Continua Homelander, ses traits parfaits, rayonnant confiance et bienveillance. Plus jamais l'humanité ne souffrira sous la guidance d'un dieu cadavre qui demande le sacrifice
tout en offrant seulement le silence. Plus jamais, vous ne vous inclinerez devant des autorités qui vous considèrent comme sacrifiables. Je suis parmi vous. Je marche avec vous. Je suis tout ce que votre ancien empereur aurait dû être et tout ce qu'il a échoué à devenir. La réponse depuis Helios Prime fut immédiate et écrasante. La transmission Vox montrait des millions de citoyens rassemblés dans la grande place de la capitale planétaire, leurs voix élevées en adoration unifiée. Ce n'étaient pas les masses apeurées d'un monde conquis, c'étaient des croyants, des convertis de vrais fidèles, qui avaient trouvé quelque chose digne de leur dévotion. Empereur, réincarné Dieu roi maître de l'humanité. Mais ce n'était pas seulement la réponse de la population qui envoya des ondes de choc à travers les structures de commandement impériales, à travers la galaxie. C'était la présence d'officiels impériaux debout, à côté de leur nouveau dieu empereur, prêtant leur autorité à sa proclamation. La chanoinesse Lyre parla la première sa voix ogmétique, portant clairement à travers la transmission les adeptas sororitas d'Helios Prime, jurent service éternel à l'empereur réincarné. Nous avons été témoins de miracles, au-delà du compte de pouvoir, au-delà de toute mesure et de sagesse, au-delà de la capacité des esprits mortels à pleinement comprendre. Le Magos Dominus Femme 9 avança ensuite sa forme mécanique, parvenant à transmettre révérence, malgré ses modifications inhumaines. L'Omnitia parle à travers chair parfaite. La vraie volonté du Dieu empereur se manifeste dans l'empereur réincarné. L'Adeptus Mechanicus d'Helios Prime reconnaît le modèle divin et jure ses connaissances sacrées à son service. Enfin, le plus choquant de tout, l'inquisiteur Varys lui-même apparut devant les diffuseurs Vox. Son visage portait l'expression creuse d'un homme dont les croyances fondamentales avaient été brisées et reconstruites, mais sa voix portait une conviction inébranlable. J'ai servi l'Imperium pendant 3 siècles, chassant les hérétiques et protégeant les fidèles de la corruption. Je vous dis maintenant, avec une certitude complète, que ce que j'ai été témoin sur Helios Prime n'est pas hérésie, c'est révélation. L'empereur réincarné marche parmi nous. L'avenir de l'humanité a un visage, une voix, et le pouvoir de rendre ses promesses réelles. Sur des mondes lointains, les gouverneurs impériaux regardaient la transmission avec une inquiétude croissante. Certains préparèrent immédiatement leur propre déclaration de loyauté envers l'impérium traditionnel. D'autres instruisirent discrètement leurs astropathes d'ouvrir des canaux de communication avec Helios Prime. Quelques-uns les plus sages ou pragmatiques commencèrent à composer des messages qui pouvaient être interprétés comme soutien pour l'une ou l'autre autorité, selon quel côté s'avérerait finalement victorieux. Mais la transmission n'était pas encore complète. Homelander lui-même revint s'adresser directement à la galaxie, sa voix portant l'autorité parfaite de celui qui n'avait jamais douté de son droit de commander. Je ne viens pas en conquérant. Je ne cherche pas à détruire ce que vous avez construit, mais à le perfectionner. La structure de l'Imperium restera ses mondes, ses institutions, ses traditions sacrées. Mais elle servira un Dieu vivant plutôt qu'un mourant. Elle sera guidée par la perfection plutôt que par la décadence. Elle offrira à ses citoyens l'espoir plutôt que la simple endurance. À ceux qui doutent, j'offre la preuve. Soyez témoins de la transformation d'Helios Prime, où la criminalité a disparu, où la productivité dépasse tous les records impériaux, où chaque citoyen sert non par peur, mais par une véritable dévotion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.
À ceux qui résistent, j'offre la patience. Je comprends que le changement est difficile, que la foi dans les anciennes voies meurt difficilement. Mais le changement est inévitable. Je suis inévitable. Le destin de l'humanité ne sera pas nié par ceux trop faibles pour l'embrasser. Et à ceux qui choisissent la sagesse, j'offre le partenariat. Rejoignez-moi pour construire l'âge d'or que l'empereur d'autrefois a promis, mais n'a jamais pu livrer. Aidez-moi à guider l'humanité vers son vrai potentiel. Tenez-vous à côté de votre Dieu et hériterez la galaxie elle-même. La transmission se termina, mais ses effets se propagèrent à travers l'espace humain comme une onde de choc. Sur une centaine de mondes, les citoyens se rassemblèrent sur les places publiques pour débattre de ce qu'ils avaient été témoins. Dans les profondeurs des villes ruches, les travailleurs chuchotaient de miracles et de transformations. Dans les halls des maisons nobles, seigneurs et dames, pesaient les implications de soutenir le mauvais côté dans ce qui pourrait devenir le plus grand schisme de l'histoire impériale. Sur terre même, la réponse fut rapide et décisive. En quelques heures, le Sénatorium Imperialis s'était réuni en session d'urgence. Le débat qui suivit aurait semblé impossible quelques jours plus tôt. Les plus hautes autorités de l'Imperium discutaient sérieusement si un être qui prétendait être l'empereur réincarné pouvait réellement posséder une autorité divine légitime. La preuve est indéniable, argumenta le seigneur amiral Spire, son visage buriné grave du poids de la décision. Un chapitre entier de Space Marines détruit par un seul individu. Pouvoir qui dépasse tout dans nos archives. Et le plus important, la conversion volontaire d'officiels impériaux qui ont servi avec distinction pendant des siècles. Preuve de quoi, contra le maître de l'administratum, Violetta Reign. Le pouvoir seul ne confère pas l'autorité divine. Les primarques possédaient un pouvoir tremendou, mais ils étaient encore imparfaits, encore capables de corruption et d'échec. Cet être peut être puissant, mais cela ne fait pas de lui l'empereur. Alors expliquez la réponse populaire, intervint le seigneur commandant de l'Astra Militarum, Corren Vadek. Nous avons des rapports de manifestations spontanées sur 17 mondes citoyens exigeant que leurs gouverneurs jurent allégeance à cet empereur réincarné. La garde était fiable, mais si la population se retourne contre nous, le débat continua pendant des heures, mais la réalité sous-jacente était inévitable. L'Imperium faisait face à une crise sans équivalent dans son histoire de 10 000 ans. Ils pouvaient déclarer l'être sur Helios Prime hérétique et mobiliser toute la puissance de la machine de guerre impériale contre lui. Mais s'il se révélait aussi puissant que les rapports le suggéraient, le coup serait catastrophique. Et si la population croyait en sa divinité, la victoire militaire pourrait s'avérer sans signification. La décision, quand elle vint, fut sans précédent dans l'histoire impériale. Le seigneur commandant Guilliman lui-même prononça le décret, son visage portant le poids des âges, tandis qu'il prononçait les mots qui remodeleraient la galaxie. Par décret du Sénatorium Imperialis, agissant au nom du Dieu empereur de l'humanité. L'être connu, sous le nom d'empereur, réincarné, est reconnu comme saint vivant de l'Imperium, doté d'autorité pour gouverner Helios Prime et ses systèmes satellites selon sa sagesse divine. La formulation soigneusement élaborée était un chef-d'œuvre de nécessité politique. L'empereur traditionnel restait l'autorité ultime, mais le pouvoir pratique de l'empereur réincarné était reconnu et légitimé. C'était un compromis qui ne satisfaisait personne complètement, mais offrait à tous un chemin vers la survie.
sur Helios Prime Homelander reçut la nouvelle avec un sourire de satisfaction parfaite. Il se tenait dans la salle du trône de son palais nouvellement agrandi et modifié pour accueillir les représentants qui affluaient maintenant à sa cour. L'architecture avait été transformée par sa vision thermique en quelque chose qui ressemblait à une fusion de grandeur impériale et de magnificence personnelle, colonnes massives, inscrites de son image et de ses paroles, plafonds, voûtés, qui affichaient ses miracles en relief doré et au centre de tous deux trônes. Le plus grand, le plus magnifique trône était le sien taillé dans une seule pièce de pierre rare, élevé au-dessus de tous les autres sièges, conçu pour souligner sa suprématie absolue. Mais à côté seulement légèrement plus petit et positionné avec un respect soigneux, se trouvait un second trône. Celui-ci portait l'aquila impérial traditionnel et était réservé aux cérémonies officielles, quand les formalités de la hiérarchie impériale devaient être observées. Le trône double, murmura-t-il à la chanoinesse lyre qui se tenait à sa droite. Une solution parfaite à une situation imparfaite. Ils reconnaissent mon autorité tout en maintenant la fiction de la leur. Je gagne en légitimité, tandis qu'ils conservent l'illusion du contrôle. Cela vous satisfera-t-il de façon permanente, mon seigneur ? Demanda-t-elle. Le rire d'Homelander fut doux et sincèrement amusé. De façon permanente, ma chère chanoinesse, ce n'est que le commencement. Aujourd'hui, ils reconnaissent mon autorité sur un monde. Demain, ce sera un système. Finalement, ce sera la galaxie elle-même. Mais la patience est la vertu des dieux. Je peux me permettre d'attendre tandis que des êtres inférieurs s'ajustent à de nouvelles réalités. La première délégation de Terra arriva en une semaine, menée par un cardinal de l'Adeptus Ministorum, dont le nom portait du poids à travers l'Imperium. Le cardinal Vex était ancien même selon les standards impériaux, ces systèmes de support vital augmétique la seule chose gardant son corps multicentenaire fonctionnel. Mais son esprit restait vif et ses instincts politiques légendaires. Il s'agenouilla devant le trône double avec le degré précis de révérence qui reconnaissait l'autorité d'Homelander, sans diminuer techniquement la suprématie de l'empereur traditionnel. C'était une performance qui démontrait la nouvelle réalité. L'impérium plierait, mais ne se briserait pas. Votre sainteté, intonna le cardinal Vex, utilisant le titre qui avait été spécialement créé pour cette situation sans précédent. J'apporte les salutations de Terra et la bénédiction du Senatorium Imperialis. L'Imperium se réjouit de la manifestation de la volonté divine et jure coopération dans toutes les entreprises justes. Homelander reçut la soumission formelle avec une dignité gracieuse, jouant sa partie dans le théâtre politique avec une précision parfaite. Mais ceux qui le connaissaient bien, le cercle intérieur de convertis, qui avaient été témoins de sa transformation de sauveur en Dieu empereur, pouvaient voir la satisfaction dans ses yeux. C'était ce qu'il avait toujours voulu, ce qu'il avait toujours mérité. Pas l'amour désespéré des apeurés, mais la soumission volontaire de ceux qui reconnaissaient sa supériorité. « Cardinal », répondit-il sa voix, portant la chaleur de l'approbation paternelle. La sagesse de l'impérium, à reconnaître la vérité divine, apporte de la joie à mon cœur. Ensemble, nous guiderons l'humanité vers des hauteurs dont les générations précédentes n'auraient osé rêver. Les cérémonies qui suivirent durèrent 3 jours et furent diffusées à travers l'espace humain. Les citoyens à travers la galaxie regardaient, tandis que leur nouveau saint-empereur était formellement investi d'autorité sur son domaine béni par des représentants de chaque institution impériale majeure et loué comme le héros d'un nouvel âge d'or. Mais le moment le plus significatif vint à la toute fin,
quand Homelander se tint seul devant les diffuseurs, Vox pour une adresse finale à ces nouveaux sujets. « Mes enfants bien-aimés », commença-t-il les mots, portant l'affection paternelle qui semblait utterly sincère. Aujourd'hui marque le début de notre grande œuvre ensemble. Vous avez choisi la sagesse sur la peur, l'espoir sur le désespoir, le progrès sur la stagnation. Vous avez choisi de suivre un Dieu qui marche parmi vous, plutôt qu'un qui reste silencieux dans des halls lointains. Je vous fais cette promesse sous ma guidance, l'humanité atteindra son vrai potentiel. Les faibles seront rendus forts, les impurs seront perfectionnés, les divisés seront unis, sous une voix, une volonté, un leader parfait qui ne vous abandonnera jamais comme d'autres l'ont fait. Vous n'avez pas besoin de m'aimer bien que beaucoup le fassent. Vous n'avez pas besoin de me comprendre bien, que la sagesse vienne à ceux qui essaient. Vous avez seulement besoin de m'obéir, de me servir, de faire confiance à ma sagesse divine pour vous guider à travers les ténèbres qui entourent notre galaxie. Car je suis votre empereur réincarné, je suis votre leader parfait, je suis votre Dieu fait chair marchant parmi vous, prouvant ma valeur par l'acte plutôt qu'en exigeant la foi par la peur. Agenouillez-vous et hériterez l'avenir. Obéissez et devenez plus qu'humain. Servez et aidez-moi à construire le paradis parmi les étoiles. La réponse fut immédiate et écrasante. À travers Helios Prime, à travers le nombre croissant de mondes qui reconnaissaient son autorité à travers la galaxie, même des millions de voix s'élevèrent en acclamation unifiée. Et empereur réincarné, Dieu roi maître de l'humanité, empereur réincarné, et dans son palais assis sur son trône magnifique, avec le trône impérial vide à côté de lui, comme rappel d'une autorité pas encore réclamée. Homelander sourit. Il avait accompli quelque chose sans précédent dans l'histoire humaine. Il était devenu Dieu par choix, plutôt que par conquête, par démonstration, plutôt que déclaration par la soumission volontaire de ceux qui reconnaissaient sa supériorité. L'ancien empereur avait échoué parce qu'il exigeait l'adoration, tout en restant distant. Les dieux du chaos avaient échoué parce qu'ils n'offraient que corruption et folie. Mais il avait réussi parce qu'il offrait quelque chose qu'aucun ne pouvait égaler, perfection manifestée, divinité prouvée par l'acte, un Dieu qui marchait parmi son peuple et démontrait sa valeur chaque jour. Des mois passèrent et la transformation continua. Monde après monde pétitionna pour rejoindre le royaume croissant de l'empereur réincarné. La position officielle de l'impérium restait qu'il était un saint vivant, servant la vraie volonté de l'empereur, mais la réalité pratique était indéniable. Un nouveau pouvoir avait émergé dans la galaxie et il grandissait chaque jour. Et à travers tout cela, Homelander maintint l'équilibre parfait entre autorité divine et nécessité politique. Il était le Dieu dont son peuple avait besoin, le leader qu'il choisissait de suivre la fusion parfaite de pouvoir et de buts qui offrait à l'humanité quelque chose qu'elle n'avait jamais possédé. Auparavant, une divinité qui méritait réellement leur adoration. L'âge de l'empereur cadavre prenait fin. L'âge du Dieu roi commençait. Et dans les ténèbres entre les étoiles observant la naissance de cette nouvel ordre, avec intérêt et approbation, des entités de pouvoir inimaginables prirent note de ce qui avait été accompli. Pas la conquête par la force, pas la conversion par la peur, mais la transformation, par choix volontaire, la forme la plus insidieuse et efficace de changement possible. Homelander n'était pas seulement devenu un dieu. Il était devenu le Dieu que l'humanité méritait parfait puissant
et absolument engagés à leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Qu'ils survivent à obtenir le désir de leur cœur restait à voir. Extrait du journal personnel de l'inquisiteur Varese, anciennement de l'Ordo Hereticus, maintenant servant comme premier apôtre à sa sainteté l'empereur, réincarné. Cela fait un an, depuis la manifestation de la volonté divine sur Hélios Prime. La transformation de notre monde continue à dépasser toutes les attentes. La criminalité reste pratiquement inexistante. La productivité maintient des niveaux qui auraient été impossibles sous l'ancien système. La population affiche un contentement et un but que je n'ai jamais vu en 3 siècles de service impérial. Pourtant, je me trouve incapable de dormir certaines nuits, fixant le plafond de mes nouveaux quartiers dans le palais de vérité, me demandant ce que nous avons vraiment accompli ici. Nous avons créé quelque chose sans précédent, une théocratie qui fonctionne réellement, un dirigeant divin qui possède réellement un pouvoir divin, un système de gouvernement basé sur une adoration authentique plutôt que manufacturée. Sa sainteté règne avec une justice parfaite, une sagesse absolue et un dévouement inébranlable à l'amélioration de l'humanité. Il ne demande rien que le service n'offre rien que la miséricorde pour ceux qui s'opposent à lui et démontre quotidiennement pourquoi il mérite la dévotion qu'il reçoit. Alors pourquoi je me réveille parfois, les larmes aux yeux, pleurant quelque chose que je ne peux nommer? Peut-être est-ce simplement le vieil homme en moi s'accrochant à des échecs familiers plutôt qu'à une perfection inconnue. Peut-être est-ce la suspicion entraînée d'un inquisiteur qui a passé trop d'années à chasser des monstres pour faire pleinement confiance, même aux miracles légitimes. Ou peut-être est-ce la reconnaissance que nous avons accompli quelque chose de terrible dans sa perfection. Nous avons donné à l'humanité exactement ce qu'elle a toujours prétendu vouloir. Un Dieu qui est présent plutôt qu'absent, un leader qui est parfait plutôt qu'imparfait, un système qui fonctionne plutôt que simplement endure. Et en obtenant tout ce que nous demandions, nous avons peut-être perdu quelque chose d'essentiel que nous n'avions jamais réalisé, que nous possédions, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais ces doutes sont ceux d'un vieil homme dont le but a été accompli. Demain, je me réveillerai, jurerai mon service à sa sainteté et continuerai le grand œuvre de perfectionner l'humanité sous guidance divine. Après tout, le doute est un luxe que seuls les fidèles peuvent se permettre. Fin de l'entrée de journal.